Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que cette semaine se termine tranquillement en beauté. Tranquillement, nous arrivons vers le vendredi et évidemment, vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Alors, je m'excuse, j'ai été absent durant les 2 dernières semaines, pas parce que le marché me faisait peur et que j'avais peur qu'on arrive dans un bear market, mais tout simplement parce que je finalisais une formation, une longue formation sur laquelle je travaille depuis plus d'un an et demi là maintenant avec un partenaire d'affaires et également avec une institution universitaire, comme vous le voyez, l'Université Laval et plus particulièrement la faculté d'administration de l'Université Laval. Alors, vous le voyez, comprendre la blockchain et les contrats intelligents, c'est la formation que je vais donner 4 avant midi, pendant lesquelles vous allez pouvoir justement apprendre comment fonctionne la blockchain Bitcoin, en savoir plus sur les contrats intelligents et la crème sur le gâteau. Durant cette formation, je vais vous expliquer comment développer votre premier contrat intelligent. Pas besoin d'être informaticien ou programmeur parce que nous allons utiliser Marlowe. Et oui, vous allez pouvoir utiliser différents blocs pour montrer votre premier contrat intelligent avec Marlowe de la blockchain Cardano. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous le voyez, tous les détails vont être dans la description. Et vous le voyez, donc, ça commence le 27 mai, ça se termine le 17 juin pour 4 séances sur la blockchain et les contrats intelligents, avec justement la possibilité d'apprendre comment développer un contrat intelligent par vous-même avec Marlowe. Alors, les places sont limitées, donc ne tardez pas, sécurisez votre place le plus rapidement possible. Alors, si on revient au niveau du marché, on voit que tout est dans le vert, mais que les pourcentages ne sont pas extraordinaires. Bitcoin qui est revenu aux alentours de 41 500 et Cardano qui est revenu à la 9e place dans le top 10. Alors, on voit qu'encore une fois, on joue pas mal au yo-yo entre Solana, Terra Luna et Cardano, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des graphiques. Alors, au niveau des graphiques, on voit qu'on est toujours quand même dans cette tendance haussière, ce qui permet de me rassurer sur le fait qu'on est toujours dans un bull run. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts également. Et on est revenu dans le fond dans ce range aux alentours de 45 000 et 36 000 mais on voit qu'on est également dans cette tendance qui monte et ben, on a eu un fake out. Tout simplement, on a eu un fake out quand Bitcoin est remonté aux alentours de 48 000 on se disait que c'était le bon moment, qu'on était sorti justement de ce range et qu'on allait repartir à la hausse. On n'a pas eu cet effet-là parce que la Fed avait annoncé, encore une fois, des frayeurs par rapport au taux d'inflation et également au taux d'intérêt ou le taux directeur américain. Et ce n'est pas fini parce qu'on sait qu'ils ont sorti des nouvelles possibilités de rehausser le taux directeur de 0,50%, mais également les chiffres au niveau de l'inflation étaient très, très mauvais pour ce mois-ci et risquent d'être pires le mois prochain. Donc, toutes ces informations-là font en sorte que les investisseurs sont très frileux et ils préfèrent accumuler du Bitcoin plutôt que justement en acheter et voir le prix s'envoler. Donc, on sait que même lorsqu'on pensait qu'on était sorti du bois justement avec la conférence Bitcoin Miami il y a quelques semaines, mais malheureusement, malgré toutes les bonnes annonces qu'il y a eu lors de cette conférence, eh bien, quand la Fed a frappé du marteau avec ses différentes annonces, eh bien, on a vu le prix qui est descendu très, très bas. Mais encore une fois, c'était une bonne opportunité pour les traders de racheter et évidemment de revendre plus haut. Là, on sait que d'ici le mois de juin, ben, au mois de juin, on va avoir une autre grosse conférence quand même, Consensus, qui est différent de Bitcoin Miami. Pourquoi c'est différent? Parce que Consensus est beaucoup plus une conférence axée sur les altcoins et axée justement sur les autres crypto-monnaies
que Bitcoin. D'ailleurs, Cardano, le IOHK va être présent lors de cet événement-là. Ils vont présenter justement les mises à jour qui vont arriver et dont je vais parler un petit peu. Et donc, c'est une conférence qui risque d'avoir un plus gros impact que justement la conférence Bitcoin Miami. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il faut prévoir encore une fois que la Fed va sûrement augmenter son taux d'intérêt directeur. Et ça, encore une fois, on peut avoir le même effet. Donc, avoir une grosse montée en anticipation, mais également, après ça, avoir une correction. Mais espérons que la correction va être moins sévère que ce qu'on a eu actuellement et nous permettre justement de repartir à la hausse. Quoique je ne suis pas certain de ça, parce qu'encore une fois, on sait que le mois de juillet et le mois d'août sont des mois plutôt creux au niveau de Bitcoin et que généralement, c'est au mois de septembre que tout recommence à décoller. Donc, on le voit un petit peu, on a eu juillet, on a eu le mois d'août. Le mois d'août, on est remonté, mais on a une correction en septembre. Et après ça, on a eu encore une fois, au mois d'octobre, on a eu une grosse montée avec la fin d'année, évidemment, qu'on connaît. Donc, est-ce qu'on va refaire exactement la même chose? Selon moi, c'est plus probable qu'on reparte encore une fois en octobre ou en septembre, à l'automne, tout simplement, et qu'on aille chercher encore une fois de plus hauts sommets et que cela se prolonge probablement jusqu'en 2023. Encore une fois, on va suivre ça tranquillement, mais si vous êtes toujours intéressé, comme d'habitude, c'est le moment maintenant de apprendre à trader, d'apprendre à placer vos pions. Et c'est pour ça que je vous recommande, comme à chaque fois, les formations de mon ami Paul. Il fait du bon travail justement pour les formations de trading, des formations de DeFi, pour la documentation avec son livre. Donc, je vous recommande de suivre ces différentes formations. Vous avez toujours le rabais en utilisant le code podcast Cardano 10 qui vous permet d'avoir une réduction sur les différentes formations. Parce que du côté de Cardano, eh bien, personnellement, je suis malheureusement déçu de vous annoncer que pour 2022, nous n'arriverons pas à un 10 à 15 dollars. Pourquoi? Parce que si vous vous le rappelez bien, l'année dernière, je vous donnais trois éléments importants pour que nous puissions atteindre entre 10 et 15 dollars d'ici la fin de l'année. Et évidemment, si on répondait à ces trois éléments-là, j'étais persuadé et je le suis toujours, on serait arrivé à entre 10 et 15 dollars au niveau de Cardano. La première condition était, si vous vous rappelez bien, que Bitcoin s'envole au-delà des 100 000 dollars. La deuxième condition était qu'on ait de l'anticipation et de la spéculation et de l'anticipation par rapport au prix. Spéculation et anticipation par rapport aux nouveautés et aux sorties. Et par la suite, il fallait que la blockchain Cardano soit utilisée. Donc, que les contrats intelligents soient utilisés et que les projets commencent à sortir. Et ces trois éléments-là, comme je vais vous le rappeler encore une fois, ces trois éléments-là étaient cruciaux pour avoir le prix d'EDA aux alentours de 10 à 15 dollars. Et qu'est-ce qui est arrivé au niveau de Cardano? Eh bien, si on se rappelle, au mois de mai dernier, on avait eu justement une grosse nouvelle avec le Cardano Africa, le Africa Special. Donc, on a eu pas mal d'annonces, on a eu beaucoup de projets qui se déroulaient en Afrique. Donc, on a eu la hype, on a eu la correction et par la suite, on a eu encore une fois une période de hype parce qu'on s'attendait à avoir les contrats intelligents pour l'automne, donc pour la sortie de Goguen. En même temps que la conférence, que le Cardano Summit qui a eu lieu évidemment au mois de septembre. Donc, tous ces éléments-là ont créé de la hype, mais évidemment, à la sortie de Shelly, à la sortie de Goguen, on a commencé à avoir une grosse dégringolade. Pourquoi? Pour les deux raisons que je vous mentionnais qui ont manqué à l'appel, on n'a pas eu Bitcoin qui s'est envolé au-dessus des 100 000 dollars et on n'a pas eu de projets qui sont sortis et qui ont utilisé les contrats intelligents. À ce moment-là, Charles Hoskinson nous mentionnait que les projets allaient commencer à sortir dans un délai de 6 à 9 mois. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, on a eu 2, 3 projets qui sont sortis et qui
semblent toutes utilisent justement les contrats intelligents. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette baisse-là, cette grosse correction qui, évidemment, nous a fait mal. Et les quelques projets qui sont sortis ont redonné un petit peu de souffle à Cardano, et évidemment avec justement la sortie de Bitcoin et ainsi de suite. Donc, on avait cette spéculation au niveau de Cardano, cette spéculation au niveau de Bitcoin, mais l'utilisation n'est toujours pas vraiment là. Et c'est là que je vais vous expliquer les détails de ce que j'ai compris. Pourquoi est-ce que les contrats intelligents ne sont pas utilisés par les différents projets de Cardano? Et pour ça, j'ai sorti la grosse présentation PowerPoint, donc suivez-moi avec beaucoup d'intérêt. Alors, ce qu'on voit évidemment, c'est que Cardano a sorti le EUTXO, donc l'Extended UTXO de Bitcoin. Et voici les différents éléments du Extended UTXO. C'est qu'on a évidemment les contrats intelligents. Et les contrats intelligents, c'est du code, évidemment, comme vous le savez, qui vit sur la blockchain. Et si vous êtes intéressé, encore une fois, vous avez la formation où je vais vous expliquer en détail l'historique des contrats intelligents, le fait que ce soit des contrats traditionnels et l'automatisation, justement, en utilisant des programmes informatiques. Donc, je vais vous expliquer tout ça lors de la formation. Et mais pour ce point-là, sachez seulement que un des éléments du Extended UTXO sont les contrats intelligents qui vivent sur la blockchain. Et je le souligne encore, qu'ils vivent sur la blockchain, qui sont enregistrés sur la blockchain. Par la suite, on a le Redeemer. Donc, le Redeemer, c'est la transaction initiale qui devrait normalement commencer à exécuter le contrat intelligent. Donc, c'est dans un UTXO normal, c'est la transaction, c'est ce qui valide la signature qui fait en sorte que je signe une transaction et que cette transaction s'en va sur la blockchain et va être traitée. Par la suite, on a le datum. Donc, le datum, c'est tout simplement cette information qui permet de savoir quand est-ce que l'état d'une transaction est changé. Donc, on a le contrat intelligent, l'exécution du contrat intelligent. Cette exécution-là change l'état du contrat intelligent. Et selon l'état, eh bien, la transaction va être dépensée ou alors les fonds vont rester au niveau du contrat intelligent. Et par la suite, on a tout simplement le contexte. Et le contexte, c'est simplement les métadonnées au niveau de la transaction. Donc, combien la transaction a coûté, quel était le wallet de destination, quelle était la personne qui a envoyé l'argent et toute cette information-là, donc l'information qui entoure la transaction. Donc, par la suite, IOHK a développé toute cette architecture et on sait que, évidemment, l'architecture, il y a ce qui se passe au niveau du off-chain, ce qui se passe au niveau du on-chain, mais pour les besoins de la cause, je vais vous expliquer juste la partie on-chain. Donc, on sait que sur la blockchain, il va y avoir le script, le contrat intelligent. Il va y avoir également le Plutus Ledger, l'API, parce que dans le fond, le contrat intelligent va dialoguer, va rentrer en contact avec le ledger via justement un API, donc un convertisseur, un traducteur. Et par la suite, il y a le Plutus Core évaluateur qui permet d'évaluer des choses et qui permet dans le fond de décomposer la transaction en langage machine, tout simplement. Mais le plus important, c'est vraiment cette partie-là. Pourquoi? Parce que on commence par voir, dans le fond, qu'il y a le développement du contrat intelligent. On écrit le code qui va se trouver sur la blockchain. Par la suite, on compile ce code-là, donc on fait une traduction informatique et on génère une transaction. Une fois qu'on a généré cette transaction, eh bien, il y a une signature qui se fait et après ça, on soumet la transaction au niveau de la blockchain. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qui est différent et très différent justement sur les autres blockchains, c'est que le contrat intelligent actuellement sur la blockchain Cardano est envoyé en même temps que la transaction. Donc, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de contrat intelligent sur la blockchain Cardano actuellement, ou pas de la même manière dont vous le pensez. Au niveau d'Ethereum, les contrats intelligents sont enregistrés sur la blockchain Cardano et ils sont exécutés sur la blockchain Cardano, sur la blockchain Ethereum. Au niveau de Cardano, lorsque je fais une transaction avec MusliSwap ou MinSwap, à ce moment-là, quand je fais la transaction, j'envoie mes headers et j'envoie le contrat intelligent et le contrat intelligent est exécuté dans la transaction. Donc, si j'ai 6 ou 1000 transactions, chacune des transactions contient le contrat intelligent qui doit être exécuté.
Et ça ne fait aucun sens. Vous pouvez me parler autant que vous voulez, et ça, ce n'est pas un défaut de la blockchain Ethereum. Ça fait tout simplement pas de sens que Cardano, que IOHK développe des contrats intelligents, livre les contrats intelligents, mais que les contrats intelligents fonctionnent comme ça. Et là maintenant, je comprends beaucoup plus pourquoi les différents projets qui sont sortis ont eu de la difficulté dès le départ de sortir. Et ça, c'est un vrai exploit qu'ils ont sorti justement leur projet, malgré que l'infrastructure de Cardano fonctionne de cette manière-là, parce que c'est tout simplement spécial. Et pour vous dire à quel point c'est spécial, c'est que IOHK est au courant que ce n'est pas la bonne manière de faire. Et justement, ils sont en train de mettre en place des mises à jour pour pouvoir justement corriger le tir par rapport à tout ça. Et dans les mises à jour, justement, ils disent que Plutus devient meilleur, mais parce que, évidemment, ça ne fait pas de sens que la manière dont ils ont développé, dont ils ont sorti les contrats intelligents, ne fait pas de sens. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'utilisation des contrats intelligents par des projets, par tous les projets qui sont en train de travailler sur la blockchain Cardano. Ils n'utilisent pas les contrats intelligents et ils ne sont pas sortis parce que ça fait tout simplement pas de sens. Donc, les prochaines mises à jour qu'on va avoir au mois de juin, on a évidemment le pipelining qui va permettre que les différentes transactions se propagent beaucoup plus rapidement sur le réseau de Cardano. Et ça, évidemment, ça, c'est une grosse mise à jour et c'est très important. Mais en plus de ça, il y a des améliorations au niveau de Plutus. Parce qu'on sait que le pipelining et le input endorser, ce sont des améliorations, ce sont des améliorations qui sont en lien plus avec Bachot. Donc, ce n'est pas directement Bachot, mais c'est pour préparer le terrain pour les prochaines améliorations avec le sharding et Hydra et ainsi de suite qui vont arriver en 2023. Mais au niveau juste de Plutus et des contrats intelligents, eh bien, ils vont commencer à faire des références input. Le CIP 31 est une référence input, ce qui veut dire en tant que tel, c'est que lorsque j'envoie une transaction sur la blockchain Bitcoin, eh bien, la transaction est consumée directement. Les Bitcoins qui sont envoyés dans la transaction, on les prend d'un wallet et on les met vers un autre wallet. Lorsqu'on utilise un contrat intelligent, eh bien, lorsque j'envoie une transaction, eh bien, je ne veux pas que l'Ethereum ou alors les EDA soient directement consumés. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord exécuter le contrat intelligent et dépendamment du statut ou de l'état du contrat intelligent, c'est là qu'on doit être en mesure de consommer la transaction. Mais si jamais il y a un problème, eh bien, les EDA doivent rester dans le premier wallet. Et c'est ce qu'on appelle justement reference input, donc de permettre de pouvoir exécuter une transaction qui va se diriger vers un script, vers un contrat intelligent. Et si jamais le contrat intelligent s'exécute avec succès, c'est là que la transaction va continuer. Et c'est en lien également avec le inline datum. Le inline datum, c'est tout simplement pour être en mesure de consulter l'état de la transaction et ne pas faire référence justement à hash. Parce que comme je le disais, étant donné que le contrat intelligent actuellement se trouve dans la transaction, lorsqu'on veut analyser c'est quoi l'état du contrat intelligent, qu'est-ce qui s'est passé dans le contrat intelligent, on fait référence au hash de la transaction et là, il faut analyser le hash, il faut analyser tout ce qui s'est passé dans la transaction, exécuter le contrat intelligent et par la suite, continuer le traitement, ce qui, encore une fois, ne fait aucun sens. Et je trouve que ça a été vraiment un défi pour tous ces projets-là qui sont sortis, de devoir sortir leurs projets avec les conditions actuelles, qui sont des conditions qui sortent de l'ordinaire tout simplement. Donc, ça ne respecte même pas les standards et pas les standards d'Ethereum, les standards d'un contrat intelligent qui est un contrat intelligent qui est enregistré sur la blockchain et qui s'exécute sur la blockchain directement. Et encore une fois, pourquoi ce n'est pas standard? Parce qu'on a cette troisième amélioration, SIP33, qui est une reference script. Donc, c'est de permettre de pouvoir envoyer une transaction et dire à la transaction, utilise ce contrat intelligent-là, comme ça se passe sur toutes les autres blockchains. Donc, au lieu
que le contrat intelligent soit dans la transaction avec les EDA et les frais d'utilisation du contrat intelligent, eh bien, au niveau de la transaction, on va avoir les EDA, on va avoir les frais de transaction et on va pointer vers le contrat intelligent qui doit être exécuté. Alors, tout ça, évidemment, va faciliter les choses pour les développeurs, mais vous comprenez également que c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la faute de IOHK, ce n'est pas la faute de Cardano, si jamais les différentes transactions, lorsque vous utilisez un exchange, les transactions fail ou qu'il y a de la congestion. C'est pas de la faute de IOHK ou de Cardano, malgré que l'infrastructure n'est pas idéale, n'est pas la meilleure. Mais évidemment, c'est la faute des projets qui, lorsqu'ils utilisent justement les différents outils pour faire des contrats intelligents, puis pour faire leurs applications, eh bien, ils doivent trouver des moyens différents de ce qui se fait ailleurs sur les autres blockchains pour pouvoir exactement faire la même chose de manière sécuritaire et de manière performante avec une infrastructure qui est complètement différente et illogique selon moi personnellement. Alors, IOHK, c'est sûr qu'eux se disent que bon, ben, ça va devenir plus performant. Pourquoi ça va devenir plus performant? Parce qu'évidemment, la taille des contrats intelligents va être compressée. Et ça, c'est une amélioration déjà qu'ils ont faite. Donc, ils augmentaient la taille des différents blocs parce que dans chacun des blocs, il devait y avoir le foutu contrat intelligent, ce qui ne fait encore une fois aucun sens. Mais là, les contrats intelligents vont être beaucoup plus petits. L'interpréteur va être plus rapide parce qu'évidemment, dans chacune des transactions, il n'y aura plus le contrat intelligent. Donc, ça va être évidemment beaucoup plus rapide et le processing va être aussi beaucoup plus rapide parce que, encore une fois, il n'y aura pas de contrat intelligent dans chacune des transactions qu'il va devoir justement processer, interpréter et rouler directement. Donc, de manière générale, on va avoir des gains en performance juste en changeant ces différents éléments au niveau de Plutus, au niveau des contrats intelligents. Et ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les éléments pas Hydra, mais de Basho pour la performance. Ça, ce sont des améliorations en termes de Gogun, de la phase Gogun, qui va permettre une meilleure utilisation des contrats intelligents et une meilleure utilisation de la blockchain Cardano par les différents projets. Et encore une fois, juste le fait qu'on utilise les contrats intelligents de manière standard, eh bien, ça va permettre, encore une fois, de faciliter le parallélisme en termes de transactions et le déterminisme. Donc, savoir quelle transaction doit passer en premier et tout ça. Parce que lorsque je lance des transactions qui ont une certaine logique ou une certaine priorité, et que ces transactions ne réfèrent pas au même contrat intelligent, mais ont chacun leur contrat intelligent qui est le même, je vous le dis, c'est tout simplement spécial la manière dont ça a été fait et c'est tout simplement incroyable que des projets comme SundaeSwap aient réussi à lancer. Et ce qui est le plus triste personnellement, ce que je trouve, c'est que les différents DEX qui sont actuellement lancés sur le mainnet vont devoir retravailler, changer justement leur façon de faire pour pouvoir s'adapter aux nouvelles mises à jour que vont sortir IOHK. Et ça, encore une fois, ça a des risques au niveau de la sécurité, ça a des risques au niveau de l'application, ça a des risques au niveau de la performance. Tout ça parce que justement, la première infrastructure n'était pas l'infrastructure idéale pour justement lancer différents projets. Et c'est la raison pour laquelle des projets comme Occam Finance et d'autres ont préféré attendre, ont préféré utiliser Milkomedo, qui a la même infrastructure que Ethereum, avant d'utiliser justement les mises à jour, avant de lancer leur application sur le mainnet directement sur la blockchain Cardano. Donc, c'est un petit peu pour ça, et évidemment, on voyait la concurrency, mais c'est un petit peu pour ça que je voulais vous expliquer et revenir dans le fond sur le fait pourquoi on a eu cette grosse correction à la sortie des contrats intelligents. C'était tout simplement parce qu'il nous manquait différents éléments pour justement avoir cette progression-là et garder cette stabilité au niveau du prix. Avoir la spéculation et l'anticipation est quelque chose de très important, de quelque chose de très naturel également.
Mais avoir juste de la spéculation, même au niveau du prix de Bitcoin, ça crée justement des bulles spéculatives. Et c'est ce qu'on a eu à 2 reprises l'an dernier, au printemps et également, à l'automne. C'était des bulles spéculatives. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'utilisation de la blockchain par justement à avoir du DEX, avoir du DeFi, avoir différents projets qui utilisent Edo, mais également qui construisent et qui développent différents projets. C'est ça qui va stabiliser le prix au niveau de la blockchain Cardano. Et c'est ça dont nous avons besoin. Donc, malheureusement, on n'aura pas ça d'ici le mois de juin, parce qu'au mois de juin, on va avoir certaines mises à jour. Au mois d'octobre, on va avoir d'autres mises à jour. Et comme je vous le disais, les différents projets vont devoir intégrer cette nouvelle infrastructure-là à leur projet personnel. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas beaucoup de projets sur la blockchain Cardano avant le début de l'année prochaine, donc 2023. Sachant également qu'en 2023, on va avoir Hydra. Donc, on va avoir justement différentes mises à jour pour Basho qui va faire augmenter la performance, mais au moins, on peut se rassurer sur le fait que juste avoir une certaine performance au niveau de la couche de base, au niveau de la blockchain Cardano, va permettre justement d'avoir beaucoup plus de projets. Et lorsque ces projets vont commencer à embarquer, eh bien, on aura une certaine performance de base qui devrait être correcte normalement, mais très rapidement également, on va avoir des mises à jour de la phase de Basho. Donc, voilà un petit peu mes différentes prédictions, voilà un petit peu ma différente analyse, et voilà pourquoi c'est sûr et certain qu'on n'aura pas de Cardano entre 10 et 15 dollars en 2022. Il va falloir, selon moi, attendre 2023, peut-être même 2024, pour justement avoir un Cardano entre 10 et 15 dollars. D'ici là, combien on va avoir au niveau de Cardano, je ne sais pas. C'est sûr et certain que d'ici le mois de juin, on va avoir probablement une meilleure progression. D'ici le mois d'octobre, on risque d'avoir également une autre grosse progression. Et si je me réfère à certaines analyses au niveau de Bitcoin, c'est d'ici la fin de l'année, donc aux alentours du mois d'octobre, que Bitcoin devrait repartir parce que l'automne, les 4 derniers mois, le quatrième quart des grosses années pour Bitcoin ont été les mois les plus fulgurants avec un pic. C'est pour ça qu'on pense qu'au niveau de Bitcoin, eh bien, ça va repartir à l'automne et à l'automne jusqu'en décembre. Et donc, on devrait être en mesure de profiter de cette dernière lancée avant une grosse correction, encore une fois, parce que le marché ne va pas bien, l'économie ne va pas bien. Donc, il va falloir être très attentif pour pouvoir profiter de la lancée, vendre au bon moment et racheter lorsqu'il va y avoir la prochaine bulle spéculative au niveau du Bitcoin et le prochain bear market. Alors, c'était beaucoup d'informations, mais c'était important que je vous la donne. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. C'était un épisode très, très, très important pour moi et pour vous également. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Peace.